Comment rédiger un discours pour une personnalité, que ce soit un grand patron ou un politique? Voici une excellente question à laquelle Frédéric Valois va vous répondre en vous donnant une méthodologie. Je vais mettre de gros guillemets sur la méthodologie car très sincèrement, Fred vous le dira dans cet épisode, il n'y a pas nécessairement un apprentissage académique, bien que Sciences Po ou Normal Sup s'y mettent, mais rédiger des discours est quelque chose de très complexe. Dès lors, chers amis ghostwriters, copywriters ou speechwriters en herbe, je vous conseille d'écouter cet épisode avec Frédéric, qui est aujourd'hui le directeur de la communication externe de Prisma Media, qui adore écrire et qui justement vous donnera d'excellents conseils, et vous serez surpris par le second, j'en suis intimement convaincu. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et même si je fais du podcast audio pour le moment, je vous avoue, moi aussi, aimer écrire. Dès lors, écoutez bien cet épisode avec Fred. Vous allez comprendre que l'écriture, c'est aussi la connaissance de l'autre, surtout évidemment quand on écrit pour l'autre et celles et ceux qui vont écouter ce discours. Je vous souhaite une excellente écoute et bien évidemment, notez 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et s'il vous plaît, laissez un joli commentaire et écrit sur ces plateformes. Très très bonne écoute en compagnie de Frédéric Valois. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Frédéric. Salut Laurent. Comment ça va? Très bien et toi? Eh bien écoute, ça va très très bien parce que ça fait déjà 2 épisodes avec toi en ta compagnie dans le décodeur de la communication et aujourd'hui on va parler d'écriture de discours. Tu as été speechwriter dans une ancienne vie, tu es aujourd'hui le directeur de la communication de Prisma Media et tu as écrit pour des politiques. Tu as écrit pour des très grands patrons. Est-ce que tu peux nous donner, sans rentrer trop dans les détails, mais que nos auditrices et auditeurs comprennent bien ce que c'est qu'un homme qui écrit, qui est un speechwriter, qui écrit des discours et qui écrit pour des VIP, si je puis dire. Est-ce que tu peux nous donner, entre guillemets, une méthodologie, si tant est qu'il en existe une? Alors, je pense qu'il n'y a pas de méthodologie standard. Je pense que chaque personne qui écrit a ses propres rituels d'une certaine manière. Je pense malgré tout qu'il y a quelques impondérables avec lesquels il faut composer. Je pense que le premier, c'est déjà quel est le format? Je pense que c'est une première question à se poser, c'est-à-dire que la personne pour laquelle vous écrivez, va s'exprimer dans quel cadre et pour qui? Dans quel cadre, j'entends. Est-ce qu'on vous donne 5 minutes ou est-ce qu'on vous donne 30 minutes? C'est déjà un premier élément d'appréciation. Et ne serait-ce que pour vous qui écrivez, ça n'est pas la même chose en termes de signes si vous avez 5 minutes ou si vous avez 30 minutes. Il y a ensuite la question du public. Je pense que c'est peut-être même la première question et peut-être la plus importante à vous poser. À qui vous adressez-vous ou à qui s'adresse la personne pour laquelle vous allez écrire? Vous n'allez pas écrire la même chose, en tout cas avec les mêmes mots, selon que vous vous adressez, si je prends la situation d'un chef d'entreprise par exemple, à vos collaborateurs ou à des actionnaires. Il y a évidemment ce travail à faire de savoir quel est le public. Une fois que vous avez identifié tout ça, évidemment quel est le thème, vous pouvez avoir une multitude de thèmes possibles, et une fois que vous avez identifié le thème, après vous allez rentrer dans la structure même du discours. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas de règle. Vous avez grosso modo 2 écoles qui s'affrontent un peu sur le sujet. Vous avez une école plutôt qu'on va appeler rationaliste, c'est-à-dire qui va faire un discours un peu avec des chiffres, avec des faits, quelque chose d'assez sec, j'allais dire, dans l'approche, partant du principe que le public est tout à fait à même de pouvoir comprendre ça et qu'il n'y a pas forcément besoin de l'amener sur le terrain des émotions. Et puis vous avez une autre école qui est plutôt justement un peu cette école de l'affect, où on va mettre beaucoup d'anecdotes personnelles, on va mettre beaucoup d'émotionnel. Ça se rapproche un peu plus de ce que les Anglais, les Américains appellent le storytelling, c'est-à-dire vous allez mettre une partie de vous-même dans un discours qui vous dépasse, qui concerne votre entreprise, etc. Moi, personnellement, je n'ai pas d'avis sur la question et je pense que les deux peuvent tout à fait s'entendre. Là aussi, selon le public, selon le moment. Oui, on n'a pas parlé du moment aussi. À quel moment vous le dites, votre discours, dans quelle situation, notamment est-ce que vous êtes un politique? Est-ce que vous allez faire un discours en pleine crise sociale? Est-ce que vous allez faire un discours alors que tout va bien? Il y a évidemment ces éléments un peu qu'il faut avoir en tête parce que votre public peut être dans un certain état d'esprit au moment où vous écrivez. Donc voilà sur l'approche rationnelle ou un peu émotionnelle. Et puis après, dans le discours lui-même, honnêtement,
j'ai toujours respecté une structure un peu en forme d'avion. D'avion, en tout cas, je parle de vol d'avion. Vous avez 2 phases critiques. Vous avez le décollage et l'atterrissage. Je pense que ce qui est très important de soigner dans un discours, c'est l'attaque et la conclusion. L'attaque, pour une raison toute simple, c'est partons du principe que votre auditoire n'a que quelques minutes à vous accorder en termes d'attention. Vous allez d'autant plus réussir à l'intéresser et donc à le convaincre si vous attaquez d'une manière originale, personnelle, avec un exemple frappant, avec un chiffre frappant, etc. L'atterrissage, la conclusion, ça, j'allais dire, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école, comme pour une dissertation, c'est la dernière impression que vous laisserez au public. Par définition, c'est donc un moment clé. Et donc, là aussi, c'est un passage qu'on se doit de bien travailler. Quelle est l'impression finale que vous voulez laisser à votre auditoire? Et finalement, peut-être ce qui va retenir surtout et avant tout. Et puis, entre les deux, il y a un peu l'altitude de croisière. C'est-à-dire, je ne dis pas que ce n'est pas la partie la moins intéressante ou la moins importante, mais finalement, entre les deux, c'est une partie où vous allez dérouler un certain nombre d'exemples, un certain nombre de faits, un certain nombre d'idées. Donc, c'est évidemment une partie qu'il faut soigner, mais j'allais dire qu'en termes de phase critique, il me semble pas que ce soit la plus importante. Voilà, moi, en tout cas, j'accordais beaucoup d'importance à l'intro et à la conclusion. Et je pense que, voilà, après, d'autres auraient peut-être de manières différentes de faire, mais je pense que c'est des manières qui sont, c'est des méthodes en tout cas qui sont intéressantes et qui, je pense, fonctionnent globalement. Tu disais qu'il faut soigner son intro et sa conclusion, je le partage totalement. Entre les deux, comme tu le dis, c'est la vitesse de croisière, on met des informations, il y a de la veille qui a été faite, bon bref, en tant que véritable professionnel, on fait avancer les choses. Et puis aussi, il y a l'orateur. Et puis il y a aussi la salle qui réagit. Et tu me le disais hors antenne, que parfois, il y avait des grands patrons, par exemple, qui zappaient des bouts de ton discours que tu avais écrit, parce qu'ils n'avaient pas envie de le dire, ou que ça tombait peut-être tout simplement pas au bon moment, et ils avaient raison, et quelque part, c'est aussi des femmes et des hommes qui montent sur scène, hein, lorsqu'on va parler, par exemple, à des actionnaires, à des clients, ou des collaboratrices et des collaborateurs. Je reviens sur cette histoire de conclusion et d'introduction. Tu les réécrivais beaucoup de fois. Tu faisais quoi? 2-3 brouillons? En général, on fait une proposition, ou parfois, mais pas beaucoup plus, deux, mais pas non plus. Il ne faut pas qu'il y ait 20 000 versions d'entrée. Ça peut être 2 manières d'entrer dans le sujet, par exemple, et qui se valent, j'allais dire. Mais après, c'est ce que tu dis aussi, c'est finalement le seul, comme dit l'expression, seul le prononcé fait foi. Ce que veut dire que c'est la parole de l'orateur après qui est engagée. Donc c'est à l'orateur de le sentir. C'est ça aussi la difficulté, on en parlait dans le premier épisode, dans la première partie, c'est vous écrivez pour quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez le connaître, bien, très bien. Vous pouvez connaître ses forces, ses faiblesses, ses marottes, etc. Très bien. Mais au final, c'est quand même lui qui prononce le discours et c'est donc lui qui sentira le mieux ce qu'il veut dire ou ne pas dire, ce qu'il veut taire ou ne pas taire. Et donc, voilà, idéalement, et dans un monde idéal, et je sais que dans le milieu politique, c'est la même chose, les plumes aimeraient toujours passer plus de temps avec les personnes pour lesquelles elles écrivent. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça parce qu'ils n'ont pas le temps. Et donc, souvent, on fait un échange, parfois 2, c'est vraiment très bien. Et puis, parfois même, on n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'on peut envoyer le discours, il n'y a pas de retour. Et donc, la personne qui va prononcer le discours, j'allais dire, presque le découvre sur le moment, ce qui est évidemment pas la meilleure solution et pas la solution la plus idéale. Et donc, voilà. Mais on est toujours partagé entre l'idéal et le réalisme. C'est-à-dire qu'à un moment, dans un monde idéal, il faudrait beaucoup d'échanges. Dans un monde tel qu'il est, ça ne se produit pas toujours et parfois pas du tout. Et donc, c'est pour ça que j'en reviens à mon point la première partie. Plus la plume connaît la personne pour laquelle elle écrit, et plus elle a de chances quand même de viser juste, dès le départ. Ce que n'importe quelle agence ne pourra jamais faire parce que, je ne veux pas du tout dénigrer un marché par ailleurs ici, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est là sur le terrain des mots et donc sur le terrain de l'humain. Et ça demande du temps à construire. Et donc, a fortiori, quand on en a peu, avoir quelqu'un qui vous connaît bien et qui connaît aussi vos forces et vos faiblesses, vous gagnez du temps. C'est très difficile de connaître un grand patron ou un politique qui a encore moins de temps, j'ai envie de dire, parce que l'agenda est blindé. Comment tu faisais pour avoir ces moments, entre guillemets, d'intimité, parce que c'est bien ce dont il s'agit. Plus on se connaît,
plus on fait mouche. Tu viens de le dire très justement. Mais quand on n'a pas le temps, c'est des femmes et des hommes qui ont peu de temps à t'accorder. Comment tu faisais? Tu te renseignais en parallèle, tu lisais des articles, tu regardais des vidéos, tu écoutais des passages radio. C'est plus simple peut-être quand on est avec des politiques puisqu'ils ont une vie publique, mais un grand patron d'entreprise, comme tu l'as fait chez Vivendi, des grands patrons d'entreprise, c'est pas nécessairement des personnalités publiques. Comment tu fais dans ces cas-là? C'est difficile. Oui, c'est difficile. Après, les moments, tu essaies de les créer. C'est un rendez-vous formal d'un agenda ou c'est entre deux portes, entre deux réunions. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est aussi capter des petits moments, mais qui vont être décisifs dans la compréhension d'un sujet ou l'approche d'un sujet. Parce que parfois, le discours, même vous en tant que plume, le sujet ne vous parle pas. C'est-à-dire que vous avez beau connaître la personne, vous avez beau connaître l'entreprise, vous avez beau connaître le secteur. Bon, on n'est pas des spécialistes non plus de tous les sujets. Donc, il faut aller gratter de temps en temps des moments, même s'ils sont brefs, pour aller comprendre ce que la personne attend, ce qu'elle souhaite pas, avoir une idée un peu originale, quelque chose qui va sortir du lot, parce que se renseigner, c'est bien, mais se renseigner, c'est donc aller piocher des idées qui sont déjà sur le marché, d'une certaine manière. Or, vous avez aussi un rôle à un moment, c'est d'apporter un peu de neuf. Alors, bien sûr, vous faites dans un cadre existant, mais il faut apporter cette petite touche d'originalité. Donc, c'est un peu un mix de tout ça. Il faut être débrouillard, évidemment, il faut aller chercher, il faut lire, bien sûr, c'est le pendant de l'écriture absolue, il faut aller lire et tout, d'ailleurs. Je fais pas forcément de hiérarchie, enfin, un peu, mais pas tant que ça. Il faut s'inspirer, il faut aller chercher de la matière. Parce que c'est ça aussi un moment qui guette, je pense, la difficulté du discours, c'est de dire toujours la même chose. C'est-à-dire que vous vous répétez, et puis c'est confortable. Vous savez ce que vous allez dire, vous êtes sur une autoroute, vous la suivez, tout va bien. La difficulté, c'est de se réinventer aussi sur ces métiers-là. Et donc, encore une fois, à part aller s'abreuver ailleurs, je vois pas très bien ce qu'on peut faire. Et c'était quoi ta meilleure source d'abreuvage ? Déjà, on en revient des fondamentaux, la lecture de livres, la lecture de la presse, parfois des campagnes publicitaires, des affiches dans le métro. Parfois, une formule vous vient juste en voyant une pub. Et j'allais dire, parfois, les meilleures idées viennent quand on s'y attend le moins, parce que, précisément, vous êtes un peu en retrait du sujet, et puis vous vous laissez rattraper un moment parce qu'une expression fait mouche, et vous faites la jonction avec le discours, et vous dites, mais attendez, c'est ça en fait mon accroche, ou au contraire, c'est ça ma conclusion. Ça, c'est intéressant, c'est aussi se laisser un peu porter par les événements, ça peut être de la musique, ça peut être en écoutant sa radio, je pense qu'il faut laisser infuser aussi, il y a aussi cette dimension-là dans le discours, il faut laisser un peu de temps. Difficile d'écrire dans la rapidité, en réalité, pour ça. Et justement, tu étais payé à un moment par le gouvernement Sarkozy. Tu étais dans un pool de plumes, donc de gens qui rédigeaient pour les porte-paroles du gouvernement Sarkozy. C'était 2010-2012, si je ne dis pas de bêtises. Alors des noms, attention, Madame Pécresse, Monsieur Barouin, Monsieur Châtel, pardon, excusez-moi, Luc Châtel, pardonnez-moi, Monsieur Châtel. Donc on est avec des politiques dont l'agenda est complètement blindé. C'est-à-dire que c'est tout le temps, et 15 ans après, c'est encore pire si je puis dire. Mais tu disais qu'il fallait écrire très vite et très bien, ce qui est absolument incroyable et épuisant. Comment tu faisais pour te ressourcer, justement? Tu as eu le temps de te ressourcer en 2 ans? Je pense que non. Très peu. Très peu, effectivement. Parfois, il n'y a pas le temps. Ça, je pense que finalement, c'est presque l'ennemi le plus implacable de celui qui écrit. C'est que parfois, il faut juste un peu de temps, en fait. Il faut laisser maturer, tout simplement. Et parfois, on n'a pas ce temps-là. Donc, on fait au mieux, on fait au plus pressé. Et puis, voilà. Et puis, on espère que la prochaine fois, ça sera un peu différent. Mais c'est vrai que cet espace de décantation, en réalité, il est important, je pense, dans le discours. Et en réalité, on l'a très peu. Et dans la vie aussi. Mais dans la vie plus politique, il n'existe. En particulier. En particulier dans la vie politique, on est d'accord. Lorsqu'un de tes discours a été prononcé par l'un de ces grands politiques ou ces grands patrons, la première fois, comment tu te sentais? Tu te disais, je suis fier, c'est super, ou est-ce que tu avais peur qu'ils viennent te dire, écoutez Frédéric, je suis pas content, vous auriez dû virer ça ou ça? Comment on se sent les premières fois? Je pense que chaque plume a une expérience différente. Moi, je sais que j'aimais pas trop ça. Parce que peur de me rendre compte que finalement ça va pas. Peut-être aussi peur des réactions dans le public aussi. Voilà. Et ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Genre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, peur finalement d'être jugé sur son travail. Parce que c'est ce qu'on se disait, c'est quand même un métier de l'ombre. Et donc là, quand la parole se retrouve en pleine lumière, même si c'est pas la sienne ou ça n'est plus la sienne, ça fait, je sais pas, moi ça me gênait un peu. Donc, je préférais l'écouter à la limite après coup. Avec un peu de temps là aussi, mais sur le moment pas toujours. J'avoue que j'étais pas fan de ça. Je préférais qu'il vive après sa vie de son côté le discours, voilà, et que finalement la personne qui le disait en faisait un peu sa matière.
Est-ce qu'il y a eu des punchlines qui ont été reprises par la presse? Alors ça, en politique, j'ai pas le souvenir de ça. J'avais un chef à l'époque qui était exceptionnel justement sur ces petites phrases, les EDL dont on parlait, ces petites phrases, ces petites punchlines politiques qui avaient vraiment un goût pour ça, qui était très très fort. Moi en particulier, écoute, j'en ai pas le souvenir. J'espère qu'il y en a eu, en tout cas quelques-unes, mais en tout cas comme ça me vient pas. Et c'est un vrai travail. Et ce qu'on se disait d'ailleurs la dernière fois, c'est presque un travail de publicitaire aussi. C'est de trouver l'accroche qui va déstabiliser un adversaire politique, ou l'angle, ou le mot, ou le rythme de la phrase. C'est un travail presque à part. C'est un travail dans le travail en fait. C'est presque ça fait presque l'objet d'un travail spécifique. Mais non, malheureusement, comme ça me vient plus. Dernière question, parce que le temps nous manque. Alors, je sais pas si vous avez entendu le téléphone de Fred qui fait bibi parce qu'il a bientôt un rendez-vous et à chaque fois on dépasse, mais c'est parce que c'est absolument passionnant. Et je te remercie encore une fois, Fred, parce que ce mini-épisode est absolument incroyable. Si justement tu voulais donner des conseils à des jeunes ou des moins jeunes qui veulent se lancer dans l'écriture, speechwriting ou dans l'écriture, les fameux ghostwriters, mais un petit peu plus haut niveau que ceux de LinkedIn, pardonnez-moi, chers amis, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil très brièvement? Déjà d'écrire, et d'écrire parfois même pour soi d'abord. On n'écrit pas toujours pour les autres, et heureusement. Donc j'ai envie de dire, si vous aimez écrire, écrivez en fait. Et écrivez même pour vous. Vous avez une pléthore d'options pour le faire. Je sais pas, un journal intime, un début de livre. Enfin, je sais pas, il y a plein de possibilités en réalité. Et je pense que c'est vraiment... C'est la difficulté aussi de ce job-là, c'est qu'on l'apprend pas vraiment, c'est-à-dire que, alors je sais que Sciences Po Paris a ouvert une école d'écriture pour ses masters là, il y a quelques années, mais en tout cas c'est quelque chose qui s'enseigne difficilement. Je pense que c'est quelque chose qui, beaucoup plus que d'autres, se pratique, vraiment, c'est un métier de praticien. Et bien sûr, il y a aussi des formations qui mènent, je pense à Normal Sup, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien, mais je dis juste que voilà, quand on aime écrire, il faut le faire en fait, tout simplement, et parfois, et d'abord en commençant par soi. Je pense que si vous aimez écrire, faites-le en fait. Et personne ne vous en empêche. Vous avez besoin juste d'un stylo et d'un bout de papier, même si on peut le faire aussi sur ordinateur, je vous rassure. Mais en tout cas, il faut y aller. Il faut y aller en fait. C'est comme ça que on développe aussi son goût pour l'écriture. Et puis, je reviens tout de suite à ça, c'est le pendant, c'est la lecture. Je pense que, en tout cas, moi j'ai la conviction, pour bien écrire, je sais pas s'il faut bien lire, mais en tout cas, il faut lire. Et donc, lire parce qu'on prend des idées, des formules, des mots, on apprend des choses. Il faut aussi ouvrir un dictionnaire, tout simplement. Il y a des mots qu'on apprend dans un dictionnaire et c'est très bien en fait. Donc ça, c'est le premier conseil. Et l'autre conseil, et qui n'est pas propre à la communication, mais qui est, à mon avis, absolument déterminant, et tu as eu raison de le rappeler, HBR fait un numéro dessus en ce moment, c'est de travailler très tôt son réseau. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, notamment aux étudiants, parce que voilà, on se dit que ça viendra plus tard, dans une seconde moitié de carrière, etc. Je pense que au-delà des qualités qu'on a, tout simplement dans une profession, il y a l'importance des gens qui nous entourent. Ça peut être des gens très proches, ça peut être des gens plus lointains, mais je pense que très vite, il faut arriver à se constituer un réseau. Je pense que c'est absolument déterminant. Et je le dis parce qu'on n'en parle pas trop, peut-être parce qu'on a une certaine honte à aussi en parler en se disant que c'est tout de suite vu comme étant opportuniste, quelque chose d'un peu ambitieux. Non, en fait, vous progresserez pas seul dans une carrière. Vous avez besoin de gens qui, à un moment ou à un autre, vont vous aider d'une manière ou d'une autre. Et je pense que, en tout cas pour les plus jeunes qui se lancent sur la vie, dans le marché du travail, dans la vie active, ça passe par, c'est bête ce que je veux dire, mais ça passe par des stages, ça passe par des alternances. C'est ça, constituer un réseau. C'est apprendre un métier, mais c'est aussi rencontrer des gens. Je pense qu'il faut absolument commencer par ça bien sûr, mais surtout l'avoir en tête. Et je dis, ça n'a rien de honteux. En fait, je pense qu'il faut essayer de l'intégrer assez rapidement parce que c'est quelque chose qui jalonne une carrière derrière. Et je pense qu'on a besoin, encore une fois, de personnes tout au long d'une carrière. Voilà. Écoute, merci à toi Fred pour ces excellents conseils. Non seulement pour savoir écrire, il faut savoir lire beaucoup, il faut lire tout simplement. Et tu as tout à fait raison, l'écriture de discours ne s'apprend pas nécessairement de manière très académique, même si tu l'as dit très justement, Sciences Po Cimé, évidemment Normal Sup, et puis si vous aimez écrire, écrivez tout simplement. Puis un jour vous écrirez peut-être des discours pour des politiques comme Monsieur Barouin, Madame Pécresse, des gens vraiment qui comptent, et puis aussi des grands patrons comme tu l'as fait chez Vivendi. Donc écrivez, vous verrez, ça vous rend beaucoup plus intelligent. C'est important dans la vie d'avoir un petit peu les cellules qui fonctionnent. Merci Fred, c'était absolument sensationnel. Je te dis, je l'espère, à bientôt pour un nouvel épisode dans le Décodeur de la Com. Je reviens quand tu veux. Tu reviens quand tu veux, ça tombe bien, moi j'en ai très envie. Ciao. Ciao, merci.